Bonjour. On va rester finalement un petit peu, je crois, dans la logique de ce qui a été exposé avec brio ce matin par les deux premiers intervenants. Et en faisant un constat que j'annonce tout de suite, ça sera presque la conclusion, comme ça on pourra passer aux choses sérieuses. Effectivement, que le Liban est malade et qu'il a besoin d'un traitement. Donc je vais prendre le traitement des médias dans un double sens du terme. Traitement effectivement au sens de covering, au sens de traiter un sujet journalistiquement, mais également traitement au sens de cette crise syrienne qui impose ou qui suggère ou qui rend encore plus nécessaire peut-être à son voisin libanais de trouver rapidement des solutions aux symptômes. Donc cette fois-ci, ce n'est plus covering, mais ce serait quelque chose comme recovering en anglais. Déjà par rapport au titre, une première remarque s'impose. Le titre, j'ai fait une petite remarque déjà sur le traitement, mais il y a avant cela la question des médias libanais. Il faudrait probablement dire plutôt les médias au Liban, car les médias libanais sont très rarement libanais, en tous les cas dans les capitaux qui les financent. Et quand même, c'est important quand on fait de l'industrie de l'information de savoir qui finance les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Et les médias libanais, je reviendrai un petit peu sur cette question, sont effectivement depuis longtemps déjà des propriétés étrangères. Et en ce sens, elles travaillent aussi en fonction des désirs de leurs financeurs. Et c'est naturellement un des aspects de la crise syrienne au Liban, ou de la manière dont la crise syrienne est reflétée ou trouve des conséquences dans les médias libanais. Ce lien, effectivement, financier, ou ces attaches financières, ou ces contraintes financières sur les médias libanais, qui naturellement fluctuent en fonction des intérêts géopolitiques, des intérêts stratégiques des gens qui financent en partie les médias libanais. Je vais parler un petit peu de contenu, mais pas énormément en somme, pour plusieurs raisons. Le temps ne le permet pas, je crois que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est probablement trop tôt. La crise syrienne a déjà 2 ans, mais on peut craindre, comme le disait Fabrice Balanche ce matin, que ça dure plus longtemps encore. Et puis, je crois que grosso modo, sauf à faire des études de contenu très précises sur des corpus et éventuellement détailler des informations bien précises, des sujets, faire un peu de pragmatique des médias, on n'ira pas plus loin que les premiers constats que je vais pouvoir donner sur la question des contenus. En revanche, je vais faire un peu plus d'économie politique, qui me paraît aussi une façon importante de parler des médias. Puis après tout, c'est dans la prolongation de ce qu'on a fait ce matin, c'est pas mal comme ça. Alors, parler des médias libanais et du traitement de la crise syrienne, c'est un vrai sujet. J'ai eu le plaisir ou l'inquiétude ce matin en me levant. J'ai l'habitude de faire ça quand je me réveille parce que je suis aussi blogueur, donc il faut quand même que je suive un peu ce qui se passe dans la région. Et j'ai donc ouvert un des principaux quotidiens libanais en langue arabe, l'Akhbar, qui, entre guillemets, commémorait ou célébrait, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, le 3e anniversaire de l'entrée de la Syrie dans la crise politique que l'on connaît. Et dans ces pages culture, qui sont des pages importantes pour ce sujet dans la région, la thématique, effectivement, c'est les médias et la crise libanaise. Donc on est en plein dedans, ça tombe bien. Et grosso modo, j'étais assez d'accord avec ce qu'il disait, donc je vous renvoie au Akhbar et je vais prendre des vacances. Non, je vais essayer de dire à peu près les mêmes choses en suggérant à ceux qui lisent en arabe de regarder effectivement ce dossier aujourd'hui qui est tout à fait intéressant. Au passage, 3e anniversaire, déjà le choix du 15 mars comme date de la rébellion ou de la crise syrienne est une date, à mon avis, sur laquelle il faudrait s'interroger. Ça n'est pas le 15 mars que ça a commencé. Ça a commencé, je ne sais plus le jour exact en revanche, mais c'est aux alentours du 2 ou du 3, lorsque les Tansekriyat, les coordinations pacifiques de Damas, ont appelé à plusieurs manifestations, Sahat el-Marjeh, à la place de Marjeh, et dans d'autres endroits de Damas. Le 15 mars, c'est le début d'une insurrection armée en Syrie. C'est une date tout à fait particulière. Donc il faut faire un petit peu attention aux dates que l'on choisit pour célébrer. Si on décide que la crise syrienne commence avec la révolte armée, c'est pas très bon signe pour la suite. C'est une parenthèse
qui est une manière pour moi de dire combien nous sommes inquiets pour ce pays qui nous est cher et qui est important aussi pour la suite en ce qui concerne l'avenir du Liban aussi. Alors, pour parler un petit peu des effets de la crise syrienne sur les médias libanais, il faut un petit peu comprendre naturellement comment sont structurés ces fameux médias libanais. J'ai commencé à dire que le financement ou les financements étrangers étaient extrêmement importants, mais ce n'est pas le seul élément. Grosso modo, il me semble que la structuration, ou disons la phase durant laquelle les médias libanais ont acquis la structuration qui continue à être celle sur laquelle la scène médiatique opère encore aujourd'hui, elle remonte, me semble-t-il, aux années de la guerre civile. Mais avant cela, il faut naturellement se souvenir, je vais passer très très rapidement là-dessus, que le Liban, sur la carte de l'information arabe, c'est pas n'importe quel pays. J'ai mis une petite image où vous voyez un échantillon, il n'y a pas tout encore, de ce qu'on trouve comme entreprise de presse et d'information au Liban. On n'a pas encore en rajouté un certain nombre. C'est un pays, naturellement, qui, depuis la naissance du monde arabe moderne, la fin du 19e, joue un rôle considérable dans, alors à l'époque, une information encore balbutiante, une information imprimée, et à tout niveau, à la fois dans les entreprises de presse, dans les compétences professionnelles, et dans quelques réussites aussi importantes dans le domaine des médias à l'échelle de la région. Donc un pays extrêmement important, et un pays qui a acquis sa structuration au moment de la guerre grâce à deux facteurs qui se sont conjugués, à la fois le retrait ou disons la baisse d'influence de la presse ou des médias égyptiens suite à leur nationalisation à l'époque nassérienne, et puis la création du Liban indépendant, une formule politique originale pour la région permettant à certains, une diversité d'expression ou la coexistence d'expressions différentes dans le même espace, et les deux phénomènes renforcés au moment de la guerre par l'arrivée en masse de financement extérieur. Tout le monde décidant qu'il avait intérêt et profit à financer des systèmes d'information dans le monde arabe, les Irakiens, les Iraniens, les Américains bien sûr, les Égyptiens, tout le monde s'y est mis, les Palestiniens naturellement. Tout le monde s'y est mis et beaucoup d'entreprises ont vécu sur ce butin de guerre en quelque sorte. Et puis le conflit libanais a, paraît-il, terminé. On peut peut-être mettre un point d'interrogation là-dessus. Enfin, il a quand même terminé dans sa phase la plus violente, certainement, avec les accords de Taïf. Et les accords de Taïf, sur le plan médiatique, ont finalement entériné une formule qui était de facto celle qui s'était développée durant les années de guerre, à savoir une sorte de partage politico-communautaire de l'espace médiatique. Les communautés parties, les partis communautaires, ayant chacun leurs entreprises de presse, leurs voix médiatiques, avec des financements soit locaux, soit avec des ramifications régionales, voire même dans certains cas internationales. Donc vous avez des télévisions sunnites, des télévisions chiites, des télévisions maronites, etc., etc. Vous avez aujourd'hui des télévisions, des journaux 8 mars et des journaux 14 mars, les deux grandes factures, la grande ligne de partage de l'échiquier politique libanais aujourd'hui. Avant d'arriver à la situation actuelle, il faut voir aussi que la dimension libanaise ou l'espace proprement libanais n'est pas suffisant pour comprendre la situation des médias au Liban. Il y a une dimension régionale et même aujourd'hui globale, internationale, mondiale, qui est nécessaire. Pour l'expliquer, je vais prendre le cas d'une success story, puisqu'on en parlait ce matin, des success stories, il y en a quelques-unes. Enfin, maintenant, c'est plus tellement un succès, mais ça l'a été quand même à un moment. Je pense à la LBC, Lebanese Broadcasting Company. Alors, c'est tout à fait, me semble-t-il, une aventure qui résume à elle seule les réussites et les limites du système, ou disons des entreprises libanaises dans le monde des médias. Alors la Lebanese Broadcasting Company, c'est une chaîne de télévision. En fait, il y en a deux, je simplifie sur la structure juridique. Elle est créée en 1985 par les forces libanaises, docteur Jarja, pardon. Donc très très orienté politiquement dans le jeu de l'époque. Les forces libanaises étaient quand même un courant très particulier au sein de l'échiquier politique libanais de l'époque. Et puis arrivent les accords de Taïf. Jarja est mis en prison.
Et tout à fait en parallèle, le gouvernement libanais de l'époque fait pression sur la chaîne LBC de l'époque, qui à ce moment-là va déménager à Adema, dans la banlieue nord de Beyrouth. Et l'arrestation de Jarja en 94 permet à un homme d'affaires brillant, Pierre Daher, de faire de la LBC, qui est une chaîne partisane, qui est une chaîne étroitement politique encore, d'en faire une très très grande entreprise de presse médiatique à l'échelle du monde arabe, la première chaîne de divertissement satellitaire, la seule qui ait jamais été probablement profitable en termes économiques. Toutes les autres entreprises, que ce soit Al Jazeera, que ce soit l'Arabia, toutes les autres entreprises sont des entreprises qui perdent de l'argent. Il semble, toujours un peu difficile de s'aventurer sur le terrain des comptes des entrepreneurs des médias, mais enfin, il semble bien que la chaîne LBC était une entreprise profitable entre 80, disons la fin des années 90. Pourquoi était-elle profitable? Parce qu'elle était appuyée, là aussi, on ne fait pas beaucoup de ce genre de rapprochement quand on parle des médias. Elle était appuyée sur un homme également d'une extrême habileté professionnelle et politique aussi, Chouaïri, le très très grand patron de l'industrie publicitaire dans le monde arabe, qui a su, alors c'est aussi partie des réussites financières du Liban, qui a su construire un empire publicitaire à l'échelle de la région à partir d'une petite société de vente d'espaces publicitaires montée au Liban à la fin des années 80 et devenir le premier entrepreneur de publicité dans toute la région, avec des connexions naturellement dans le Golfe, puisque c'est là où il y a de l'argent, c'est là où il y a des gens qui sont prêts à payer pour de la publicité et à acheter de la publicité. Donc en 96, Pierre Daher fait de la LBC cette chaîne tout à fait étonnante qui invente une formule. On parle beaucoup d'Al Jazeera, mais LBC a inventé une formule aussi tout à fait étonnante, d'une sorte à la fois de globalisation. Les formats sont des formats internationaux, mais en même temps ça reste très local. Il y a une offre qui correspond à la demande du public arabe. Quelque chose de moderne, mais qui soit en adéquation avec les goûts du public, ça marche très très bien. Et puis, naturellement, il est dans une perspective de croissance, donc il fait des alliances, et il fait des alliances avec les argents qui peuvent, là où il y a de l'argent dans le monde arabe, avec le Golfe. Et la LBC monte une joint venture avec le principal quotidien arabe transnational de l'époque, Al-Hayat, avec en fait Al-Walid ibn Talal, de la famille princière saoudienne. Et c'est le début du gros problème, parce que 2 requins dans le même bocal, c'est un peu beaucoup. Et naturellement, aujourd'hui, la LBC est en proie à d'énormes difficultés d'ordre administratif, judiciaire et aussi naturellement financier. D'autant plus qu'Al-Walid ibn Talal a continué, et c'est en ce sens qu'on n'est plus simplement à un jeu d'échelle entre le Liban et la région, mais également un jeu d'échelle qui comporte maintenant aussi un échelon mondial. Al-Walid ibn Talal a commencé à développer une politique d'investissement à l'échelle du monde, donc en faisant en particulier des investissements croisés avec Citicorp, avec Rupert Murdoch. Et naturellement, la LBC va faire les frais de ces développements à l'international ou à l'échelle mondiale de la politique d'Al-Walid ibn Talal. Donc une scène libanaise, une scène régionale, une scène même aujourd'hui mondiale, où on retrouve à la fois des inputs politiques et des inputs financiers, comme je l'ai montré à travers le cas de la LBC. L'acteur public, il est inexistant. Télé Liban existe encore officiellement, mais la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment on va vendre les bâtiments qui représentent, c'est une constante au Liban, une fortune foncière importante dans le centre-ville. Donc c'est véritablement ce qui intéresse les gens, on s'en fiche de ce que va raconter Télé Liban. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on va pouvoir construire comme tour de logement à cette région-là. Et puis sinon, vous avez des radios, des journaux, des télévisions qui se répartissent donc sur le 8 mars ou sur le 14 mars, l'actuelle majorité ou l'ancienne. Pour l'ancienne majorité, vous avez Future TV, Mustaqbal du côté de Hariri, Mour TV pour la télévision. C'est pas MTV, souvent les gens confondent MTV, ça n'a rien à voir. C'est pas une chaîne qui distribue des clips, c'est la télévision de Monsieur Mour, la fameuse tour qui continue à défigurer Beyrouth.
Et puis vous avez la LBC encore qui existe. Et puis de l'autre côté, vous avez bien sûr Al-Manar, vous avez New TV, ou Al-Jadid si vous voulez, vous avez OTV pour les harmonistes, et puis j'en passe quelques-uns, mais disons ce sont les principaux acteurs. Alors tous ces gens-là, naturellement, se sont trouvés confrontés à la couverture des événements se déroulant en Syrie, avec à la fois une grande proximité, c'est-à-dire proximité géographique bien sûr, mais une proximité linguistique des professionnels, éventuellement utilisables par les médias internationaux, qui n'ont pas fait tellement appel à eux finalement, ou en tous les cas pas dans la première phase du conflit. Difficulté d'accès pour la presse libanaise aussi, mais moins quand même que pour la presse internationale. Donc déjà une première interrogation que je mentionne simplement au passage, et pas de réponse, c'est pourquoi, ma question je la formerai ainsi, pourquoi la presse internationale, alors qu'elle ne pouvait pas effectivement travailler en Syrie, puisque la politique des autorités du régime syrien était de leur interdire l'entrée du territoire, pourquoi ne s'est-elle pas plus appuyée sur les compétences locales ? Question à laquelle personnellement je n'ai pas de réponse, mais qui mériterait peut-être d'être discutée. Et puis sinon, au fil du temps, au fil de la transformation du conflit qui a été évoqué, naturellement, un certain nombre on en a parlé ce matin, avec en particulier à partir, disons, après la première année, ou même assez rapidement, moi je dirais après les 6 premiers mois, un conflit rentrant de plus en plus ouvertement du côté d'une guerre civile et d'un conflit presque militaire, ou même carrément militaire. Difficulté pour la presse libanaise, dans toutes ses composantes, écrite, audiovisuelle. Difficulté donc de rendre compte de ce qui se passe en Syrie. Pas tellement en termes de qualité d'information ou d'accès à l'information, même si la question se pose, mais beaucoup plus en termes d'adéquation du discours, de ce qu'on va dire, par rapport au placement majoritairement politico et accessoirement financier des entreprises de presse au Liban. C'est-à-dire qu'un certain nombre de choses peuvent être dites et doivent être dites sur la Syrie en fonction de la manière ou en fonction du camp auquel on appartient, 8 ou 14 mars, et éventuellement en fonction des opérateurs financiers qui sont derrière. Alors on pourrait faire le tour du spectre médiatique libanais. Aucune entreprise qui y a échappé à un moment ou à un autre, à l'occasion d'un talk show, l'occasion d'un bulletin d'information, de la couverture d'un événement quelconque. Le phénomène a touché tout le monde. Il me semble, je vais prendre simplement 3 cas qui me paraissent intéressants, qui méritent réflexion. Le plus intéressant d'un point de vue politico-médiatique, me semble-t-il, est celui d'Al-Akhbar, journal quotidien de grande qualité, créé par Joseph Smaha, proche, on va dire, de l'opposition à constituante ethnico-communautaire chiite, je ne sais pas comment il faut dire les choses, proche du Hezbollah, c'est indéniablement, mais avec également, en particulier au niveau de ses professionnels, une forte constituante de la gauche libanaise, gauche communiste en particulier. Alors pour l'Akhbar, c'est extrêmement difficile de couvrir l'actualité syrienne. Il y a eu des débats acharnés et dont le journal a eu le mérite d'en donner certains échos. Des débats acharnés au sein même de l'entreprise, des fonctionnaires, des journalistes de l'entreprise sur la position adoptée. Soutenir le régime syrien ou soutenir la révolution arabe. Les débats continuent aujourd'hui autour de cette question et le journal en fait globalement écho. Moins connu, mais assez intéressant par rapport à ce qui se passe sur la scène libanaise. Vous avez un très très bon quotidien, à mon avis, tout au moins, qu'on va qualifier de gauche nationaliste arabe, qui est As-Safir. As-Safir a longtemps fonctionné avec des fonds qui, à ma connaissance, étaient plutôt des fonds irakiens, il y a longtemps. Et puis, en août 2011, soit quelques mois après le début de la rébellion en Syrie, le Safir a été acheté par un immigré syrien aux États-Unis, M. Jamal Daniel, qui a donc investi beaucoup d'argent dans le Safir, mais ce n'est pas de l'argent américain, c'est l'argent d'un citoyen arabe aux USA. Et ça se voit très bien dans la ligne du Safir, qui a d'abord gagné en qualité, parce qu'il a un peu plus d'argent, il peut payer les gens un peu mieux et se fournir en bon journaliste.
et qui adopte une position, alors que ce n'était pas gagné au départ, qui adopte une position, disons, plutôt pro-régime syrien, mais critique. Alors l'aspect intéressant dans l'Akhbar et As-Safir, qui sont, disons, deux quotidiens nationalistes arabes favorables aux thèses du régime syrien, mais critiques par rapport à la politique du régime, c'est qu'ils offrent à l'opposition syrienne un espace qui lui fait cruellement défaut, à mon avis tout au moins. C'est-à-dire que cette opposition syrienne va trouver largement les tribunes pour s'exprimer dans la presse occidentale, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs, mais une certaine opposition, celle qui effectivement correspond aux visées stratégiques des pays où cette presse se trouve. En revanche, certaines voix discordantes, parfois dissidentes, critiques en tous les cas de la politique tenue par la rébellion, mais qui ne s'empêchent pas non plus d'être critiques du régime, vont trouver à s'exprimer dans les pages du Safir, dans les pages de l'Akhbar, mais effectivement, il faut le lire en arabe. Troisième élément qui me paraît intéressant, il faut que j'avance un petit peu plus vite, c'est l'Orient le jour. Alors là, l'Orient le jour, pour moi, c'est le grand écart, et un moment où on va se faire très très mal à l'Orient le jour à force de faire le grand écart. L'Orient le jour a adopté une ligne clairement très hostile et très militante contre le régime syrien. À mon avis, très clairement, parce que l'Orient le jour fonctionne avec des fonds français, je pense que ce n'est pas un secret. Enfin, ce n'est pas les seuls, mais disons, en partie financés par la France. Mais le lectorat de l'Orient le jour n'est pas du tout sur cette ligne-là. Le lectorat de l'Orient le jour est beaucoup plus sur une ligne, alors on aime ou on n'aime pas, mais communautariste, où les chrétiens du Proche-Orient sont extrêmement inquiets de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Et donc, il y a un fossé incroyable entre la ligne éditoriale de l'Orient le jour et ce que les gens souhaitent lire dans leur journal. Il y a un moment, ça va finir par se savoir. Et pareil, on reprend beaucoup les articles de l'Orient le jour dans les tribunes de presse, etc. Et on ne met pas en évidence ce phénomène qui me paraît quand même nécessaire pour la lecture des articles qui sont donnés dans cet espace-là. Alors sinon, les conséquences de la crise libanaise, syrienne au Liban, ce sera mon dernier point. Elle se traduit aussi dans d'autres phénomènes qui sont à la fois locaux, régionaux et peut-être aussi internationaux. C'est peut-être pas la désorganisation, mais la réorganisation du paysage médiatique régional. Un des grands éléments, me semble-t-il, une des grandes répercussions de cette crise syrienne, y compris au Liban et d'une manière plus directe, comme je vais m'en expliquer, c'est le déclin d'influence ou la perte d'influence, ou en tous les cas la montée de voix de plus en plus critiques vis-à-vis d'Al Jazeera. Leader incontesté de l'information politique. Alors, il y a toutes sortes d'autres télévisions, il faut toujours le noter, hein, mais en tous les cas, dans l'information politique, Al Jazeera était très très clairement leader avec 60% de part de marché, au moins des choses de ce type-là. Et Al Jazeera a perdu beaucoup en crédibilité, en influence, et même en personnel, puisqu'un certain nombre de journalistes ont quitté au fil des mois l'entreprise, parmi les plus importants, en particulier le correspondant tunisien de Al Jazeera à Beyrouth pendant très longtemps, probablement idéologiquement proche du Hezbollah d'une certaine manière, mais pendant des années j'ai entendu dire que Ben Jiddo était près des frères musulmans et apparemment ce n'était pas tellement le cas. Donc Ben Jiddo, puisque c'est son nom, a quitté, qui est un des présentateurs et journalistes vedettes de la chaîne, a quitté Al Jazeera, ce qui en soi n'est pas une information dramatique, il y en a d'autres qui peuvent prendre sa place, mais il a créé une nouvelle chaîne avec des fonds dont on suppose qu'ils sont d'origine un peu syrienne, mais probablement d'ailleurs, sans doute iranien. Il a créé une chaîne, et peut-être du Golfe aussi, m'a-t-on dit, mais là, je n'ai jamais pu vérifier, vous imaginez bien, une chaîne qui s'appelle Mayadeen en juin 2012. Et une chaîne donc, qui se situe directement en concurrence d'Al Jazeera et qui, jusqu'à présent, bénéficie d'un capital de crédibilité relativement intact. Ils ont fait une couverture, pas tellement sur la Syrie, mais par exemple sur Gaza, ils ont fait une couverture assez remarquable, qui a été remarquée d'ailleurs. Donc, est-ce qu'un changement de ce type-là, la perte de l'influence d'Al Jazeera, la montée de nouvelles chaînes du type Al-Mayadeen, est quelque chose de conjoncturel ou de structurel? À mon avis, c'est conjoncturel. À mon avis, les équilibres de la chaîne médiatique ne vont pas être modifiés de sitôt. Dernier élément à mentionner, je vais peut-être dépasser un tout petit peu mon temps. Ça va ?
Dernier élément à mentionner peut-être, la question des médias online et des médias sociaux en particulier. Alors, sur cette question, Fabrice était gentil de rappeler que j'ai écrit un bouquin sur la question. J'ai eu le temps de l'écrire dans le livre parce que c'était déjà suffisamment mûr pour pouvoir être dit de façon raisonnable. La crise syrienne est la démonstration par l'absurde de l'échec total des médias sociaux. On nous a vanté pendant des semaines et des mois la révolution Facebook, la révolution Twitter, etc. Le nouvel agora politique que les médias sociaux allaient créer dans l'espace virtuel. Les mobilisations, les conscientisations, les actions politiques qui allaient pouvoir être menées grâce à cet outil fabuleux. Dans le cas syrien, les réseaux sociaux sont des machines à tuer, sont des machines à créer de la discorde, à créer de la violence, et certainement pas informer. Il y a naturellement une quantité incroyable d'informations qui concernent la Syrie dans l'espace médiatique des réseaux sociaux, mais il est devenu totalement impossible à utiliser, à gérer. Il n'y a pas de source qui soit véritablement crédible, etc. Mais malgré tout, dans cet espace-là, on a vu apparaître un certain nombre d'acteurs au Liban, tout à fait récemment, à la fin de l'hiver 2012, donc il y a quelques semaines. Et parmi ces acteurs, un acteur qui mérite d'être mentionné, qui est Tamad Dawn, à savoir un journal en ligne de bonne qualité. Azbeb Shara étant son intellectuel palestinien établi au Qatar, étant son rédacteur en chef. Ce qui signale, à mon avis, un phénomène important, mais qu'on voit bien aussi aujourd'hui en Arabie Saoudite, à savoir le déplacement, cette fois-ci non pas conjoncturel, mais structurel, je pense, de la question des médias ou l'investissement de la question des médias dans l'espace online. C'est vraiment devenu une réalité médiatique dans le monde arabe et cette question va se poser en termes de géopolitique. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de ce traitement dans le double sens de la crise syrienne dans les médias libanais ? Une fois de plus, des banalités, mais qui peuvent être quand même rappelées, à savoir que la complémentarité, l'indissociable couple syro-libanais trouve, y compris dans les médias, sa confirmation. La crise syrienne se reflète et risque de faire éventuellement exploser les médias libanais. Si c'est que les médias, c'est pas grave, mais ça pourrait peut-être s'étendre ailleurs. Et une fois de plus, sur la scène médiatique, on voit bien que c'est difficile de dissocier les deux situations. Et puis ma deuxième conclusion, qui me paraissait plus originale, mais après ce que j'ai entendu ce matin, aussi bien chez Nojoud que chez Charles, je rejoindrai le même constat, c'est que la crise syrienne est éventuellement, si on est très optimiste, l'occasion d'un traitement de la crise libanaise, mais il faut vraiment être assez optimiste pour l'espérer, mais on peut quand même le faire. Ou alors, la crise syrienne va montrer que le traitement de la chose va nécessiter des opérations chirurgicales de beaucoup plus grande ampleur. Et là, je crois que personne ne sait très bien encore quel type d'opération il faudra faire pour soigner le grand corps malade qui est celui de cette région du Proche-Orient et en particulier du Levant. Je vous remercie. I'm going to present work in progress on the causes and consequences of conflict-induced displacement from Syria. I will start by presenting a little bit of the research that has been done on displacement. Much of this is political science stuff. Then I will give an overview of the displacement in Syria. And finally, I talk a little bit about the consequences for Lebanon. So the first slides will be on the background, on the research that has been done on displacement. What are the causes of displacement? There is a general agreement that displacement is caused by different types of violence. Armed conflict, of course, civil war, of course, genocide,
and the dissident violence, and of course also state repression, which we see in Syria. So all research agrees that these are the basic factors causing displacement. But of course, researchers would not be confident only by looking at this. They want to go into the details. So if you look at some of the research that has been done on displacement, the traditional early research had a very simple sort of causation. It just said that conflict leads to displacement, like this. In 1996, Myron Weiner did a study where he tried to disaggregate conflict. He looked at different types of conflicts leading to different types of displacement. In 2000, a person called Kalivas, originally a Greek, he studied whether the regime is planning to rule the people they are persecuting. If they're not planning to rule them, this will lead to a genocide. They want to displace the people, get them out of the country. Rwanda could be an example. Another study is, and one that is quoted a lot, is Sarah Lischer from 2005, where she says that if we want to understand displacement, we have to look at the causes of flight. What makes people leave the country? And she develops a typology of 3 different types of refugees. Situational refugees, who are displaced by war and chaos, persecuted refugees, who are sort of group-based persecution, and then state-in-exile refugees. They are usually regime members who have been forced to leave, and they are also the ones who are most likely to regroup in exile and try to regain power. So in this model, she's also not only discussing different type of refugees and different type of causes of displacement, but also how likely are these different groups of refugees to regroup in exile and fight. And the highest propensity for fighting would be the state-in-exile refugees. These are all structural based research. I hope you can follow this. Another way to look at displacements is to think that people have a choice. They have a choice to stay or to leave. So then you have another set of research looking at choice and agency. One of the most quoted and perhaps most important study is the one by Moore and Shellman from 2004, where they are saying that displacement is a choice, and each and every person will have their own perception of the chance of being persecuted by the regime. They will do this by using their knowledge of the regime to understand whether they are likely to be persecuted or not. And of course, if people like them are persecuted, their chances of being persecuted increases. And when they think that the chance of being persecuted is greater than the cost of leaving, they will finally leave. Also, other studies look at other in-country factors that could make people either become refugees or IDPs, internally displaced people. There is also a study by Moore and Shellman where they look at where people are fleeing, what type of countries would attract refugees. For example, level of democracy, GDP, and things like that. So then we have 2 different sets of sort of explanations or approaches. These studies all have as the starting point that political violence is sort of the main determinant of displacement. And some of the studies also look at different types of political violence. For example, one study is suggesting that there is more repressive violence in states with smaller ruling coalitions. I think Syria could be a case here. Another study is saying that with increasing state and dissident violence, the likelihood of targeting civilians increases. I think we also can see that in Syria with the Free Syrian Army. After that is established, the targeting of civilian increases. And there's also what's called a contagion thesis. That means that the regime will try to preempt downfall by striking down on the population
when they see neighboring countries or autocracies being toppled. This was clearly seen in Syria, and the study by Dannemann and Ritter, they use Syria as an example. When Syrian regime saw that the countries around them were falling, they started to tighten control, although Bashar al-Assad famously said it's not going to be any Arab Spring in Syria, which was wrong. Studies are also looking at whether people choose or are forced to become refugees or internally displaced people, IDPs. Of course, the greatest protection against persecution would be to leave the country and cross the boundary. And then automatically, when you cross an international boundary, you are protected as refugees by international treaties. When the question of how to flee, people will usually cross into neighboring countries, and they often cross where they know that other people have gone before them, if that is the case. So if the first refugee flow would be to Turkey, then most people close to the border will also go to Turkey. When you want to measure whether you will have a crisis with a lot of refugees or IDPs, of course, if you have major dissident violence, as you have in Syria, that could mean some kind of safe spaces for migrants, and you would expect to find more IDPs relative to refugees. And this is what we will see later that we actually find in Syria. A totally different approach to this refugee problem is that several studies suggest, and some think prove, that refugees are not only escaping violence, they can also cause violence. The first study to introduce this was Zollberg from 1989, where they introduced the concept refugee warrior. I already presented a little bit of Sarah Lischer's model from 2005, and she talks about state-in-exile refugees, which have the greatest risk of wanting to return to power and therefore use violence, and organize in exile for that purpose. Some studies talk about transnational rebels, that border areas, flow of arms and so on, makes it likely that there will be more violence. And there is also, of course, a considerable diffusion of conflict, that when refugees cross international boundaries, they might sometimes take the conflict with them. And this has also been tried to look at statistically, and that shows that there is statistically a greater risk of civil war in neighboring countries receiving refugees than those that don't. So that would mean that if we use Lebanon, Syria as an example, it would mean that we would have more risk, a higher risk statistically of fighting war breaking out in Lebanon because it is receiving refugees from Syria. This is a map of Syria and the region from February 2013. And we can see here the approximate, I'll come back to the numbers, but most of the fighting, of course, has taken place in what I call the Homs-Idlib-Hama axis. And you have major displacement then to the countries north and south. There could be as many as 3 million displaced. And we see also something else from this map. We see that, if I can find the cursor, we see that in Turkey, you will have several refugee camps set up. You have a few on the Jordanian border, but you have none in Lebanon. I'll come back to that. A very interesting thing to look at is if you try to plot the number of people killed
the number of refugees and the number of IDPs on the same plot, it will look something like this. On the right-hand side, here is the black line is the number of people being killed, and this axis is reflecting this. This means 60,000 people killed. Some studies now say 70,000 people killed. A recent report checking all the data from Syria confirmed at least that a couple of months ago, at least 53,000 people were killed. So on the right-hand side, we see then the black graph being the people killed, and we see the blue with the refugees, which refers to this side, which means that we have, at present, when we are focusing now on 24 months, in March 2013, we have about 1 million refugees, and we have about 3 million IDPs. So again, to reconnect with what I said first, in this crisis you have then 3 times as many IDPs as you have refugees. And the likely reason is that people have tried to stay inside the country. There has been places where they could try to find protection. Initial displacement in Syria also was from the smaller villages, smaller cities to the big cities, and later they were displaced again. So you have actually multiple displacements inside Syria, but this is the present situation. We also see something interesting here. We see that, if I can find the cursor, at approximately this point, you see that the conflict is sort of changing. At this point, the Syrian army, Syrian response changed from more a security one to a military one. They started more heavy bombardment. And the really big change comes here in February, March 2012, when you have the Homs offensive. And we can see that starts an IDP and refugee crisis. So there's a close link here between the number of deaths and the changing military strategy in Syria and the number of IDPs and refugees. And at some point in June, July, at least some organizations, I don't know if UN or other states, then declared that we have reached the threshold of civil war. Of course, in research, civil war will be declared even when you have only 1,000 casualties. At this point, you have had more. But this was a creeping conflict, and it slowly became full-scale civil war. So the Syrian refugees in Lebanon, they are at the moment about 300,000. In 1 week, 8,000 new people are coming. Not all of these are registering with UNHCR or UNRWA for different reasons. We see here again the anomaly of Lebanon, that you have 17 camps in Turkey. You have 5 in Iraq, 3 in Jordan, but none in Lebanon. And still you have 317,000 refugees. And at present you have close to 1 million refugees total. And it's increasing, of course, every day. Most of these are displaced by violence and by having their homes destroyed and bombarded. And many of them have, at least initially, sought refuge in North Lebanon, around Tripoli. Now they're found in many parts of Lebanon, also in the south, in Tyre, around Beirut, in Saida, and in the north. But I think still the highest number is in North Lebanon, which could be both due to the proximity of the Homs Idlib attacks, and also because it's a Sunni majority area. Even before the refugee crisis started, this is from 2002. These figures, Lebanon is really a special country. If we look at the countries, the five countries in the world with the highest ratio of refugees to population, Lebanon would be number 2. Jordan is higher, and Lebanon is 1 to 11. And now they've got another 3. This 389,000 would be the Palestinian refugees.
Now, on top of that, they would have another 300,000 Syrian and Palestinian refugees. So Lebanon is really a country with a very, very high ratio of refugees, and now even more with all the new ones. Of course, this is a major challenge to Lebanon, because Lebanon never really wanted to have any refugees, as you know. This was forced on them in 1948, and they never signed the 1951 Convention on Refugees. They have taken all these refugees, but they don't take any responsibility for them technically, which is it's actually UNRWA, which is big in Lebanon, but it's paid for by outside sources. So Lebanon has been a refugee country since the 50s, and now even more with the new Syrian refugees settling in the country. Lebanon, of course, has officially what I call a dissociation policy, also called a BAB. One of the things that came out of the so-called BABDA declaration, which was part of this talks on the talks about the problems that the country was facing. So technically, Lebanon wants to stay away from all sides to the conflict, which all of you here in the audience know. And because of this, they would like to, of course, avoid having refugee camps. They don't want these people to stay in the country. They would rather, some groups would rather like to see them disappear. And they are divided over how to handle the refugee crisis. We also know that, at least in the early phase of the refugee crisis, some refugees were rounded up, arrested, and returned to Syria. And we can only speculate what happened to them when they came back. Despite, of course, this unwillingness to the problems of handling the refugee crisis, Lebanon is doing its best to handle it. And they have asked for international funding to help them fund this growing number of refugees that is descending on the country. There's been promised close to 370,000 million, but they haven't got this money. And it's, of course, it's a big burden on the economy, but it's also, as some of the presentations earlier today, it's also it can also have some benefits for the economy, the Lebanese economy. So these refugees are then self-settled. They are settling, as other presenters have talked about, they settle in private homes. They have settled mostly by themselves. There is no official refugee camps, even though a few have started to appear on the border. And probably the big question for Lebanon will be, when do they have to actually establish refugee camps to take care of this growing number of refugees? So the refugee crisis, of course, is not over. We can expect more refugees to come into Lebanon. There is a chance that they could add to destabilize the country, according to this refugee warrior thesis. But clearly, most of these refugees are just trying to escape violence. It's perfectly legal. It's perfectly natural that they escape. They do not pose any danger to Lebanon, don't plan to have any political activities, but there might be groups that could have that in the future. The big thing will of course, be if the Syrian regime falls and we have Alawites seeking refuge, former regime members. What will happen to them? And which country would accept them? And this, the growing number of refugees is, of course, a challenge to the dissociation policy of Lebanon, and might become even a greater challenge in the months to come. We are planning some future studies on this. We have conducted 100. That's a small number. 100 questionnaires from Syrian refugees in Saida, in Debka, Tripoli, and around Beirut. So I'm planning to look into that and try to see more details, why they left, what will make them return, and to understand the more intimate details of the refugee crisis that is not covered by these large studies, because they have not asked individual refugees why they left. These are aggregate data that is taken just as number columns and then treated in regression analysis. Yeah, so I think that's all. Thank you very much.
I have one question for Harry Knudsen, please. Could you come back, please, to your PowerPoint? There is a slide on where you compared the Jordanian and the Jordanian rate of refugee people and the Lebanese rate of refugee people. It was not clear for me if this accounted for Palestinian in the Jordan case. So maybe you can just answer the question. And I have another question about the distribution of refugees in Lebanon currently. You said that it was concentrated in the north and the Bekaa, but that also it was now spilling over Beirut, Mount Lebanon, and the south, Saida. Have you recent figures on this on that spillover to the south? No, I just I started to work on this recently. These figures are available. You can find them on the internet, UNHCR, even the Norwegian Refugee Council. There are many organizations now collect data on the refugees. So you can find data about how many approximately are registered in different parts of Lebanon. But in the first instance, most of them came to the north. A few came to the south. I met some of them in last autumn. And they came for familiar reasons. Some of them were Palestinians who had relatives. There could be sort of familiar reasons why they settled in the south. Normally, you would think that the refugees would not like to settle in an area where, let's say, Hezbollah has political power, for example. So it would be natural to go to the north, where you have Sunni co-religionists. You have two large refugee camps, Nar al-Bared and Badawi. So many of them also settled in refugee camps. And that's also happening in the south. They're moving into the refugee camps. Al-Bus camp, for example, outside Tyre. I met a refugee family there and so on. But I don't have these figures in my head and in the PowerPoint. But they are available on the internet. You can find quite detailed. Many organizations are now collecting data on the refugee crisis. And this specific this one, I sort of did by looking at some of these data. But I'm not sure about, there was a question about Jordan. Yeah, this is data I found in UNHCR from February 2013. And it says about 300,000 refugees in 3 big camps. But you know, the numbers are changing every day, so there will be more. But again, if you want breakdown or more details, it's again available from these different sources. But I haven't come to that yet. No, but the question was about I'm here. The question was about the number of refugees totally in Lebanon and Jordan. Regarding the older figures, not only the recent figures of Syrian refugees, but the older figures. Well, I guess the older figures would be this, the huge number of Palestinian refugees that have become more or less naturalized Jordanian citizens. Yeah, that's why. I mean, they're not recent. They have full nationality, I would guess. So in that way, these figures are a little bit strange. That's right. Yeah. Ma question porte sur les médias. Je voulais savoir s'il y avait une législation régulant en fait le financement des médias libanais. J'imagine que non, sinon on n'en serait pas là. Mais en tout cas, est-ce que dans la loi électorale qui est, me semble-t-il, mais je suis sûre de rien, en préparation, est-ce que là il y a ou il y aurait éventuellement des gens ou des partis politiques qui demanderaient des mesures justement pour réguler les médias pendant la campagne électorale, leur financement, etc., comme ce qu'on a pu voir à un moment en Tunisie, justement, en octobre 2011, pendant la campagne. Merci.
Il y a eu, à ma connaissance, aux dernières législatives libanaises, une organisation officielle de la campagne, effectivement, très marginale par rapport aux chiffres que Charles a mentionnés ce matin, de financement occulte, ou pas vraiment occulte d'ailleurs, mais disons non légaux, plutôt que illégaux. Et en ce qui concerne je n'ai pas connaissance de limitation. La seule limitation du financement des médias libanais serait éventuellement sur les titres, en ce sens que, en principe, par exemple, pour la presse écrite, il n'est pas possible de créer un titre. En revanche, il est très facile d'acheter un titre qui existe historiquement, soit en modifiant sa ligne éditoriale, soit en réanimant un titre qui était tombé en déshérence. Par exemple, Al-Balad a été créé comme ça. Cela étant, là encore, je suis dans le prolongement de ce qui s'est dit ce matin. L'État libanais, on a vu qu'il a même été absent 6 mois officiellement, est dans la totale impossibilité d'imposer le moindre contrôle sur ces choses-là, d'autant plus que c'était une des conclusions que j'avais mise dans mon résumé, que je n'ai pas développé parce que je l'ai un petit peu chanté sur la fin. Il y a un risque pour le Liban que je n'ai pas mentionné dans mon exposé. Merci de votre question qui me permet de l'aborder un peu. De voir, disons, la réelle fragilité de sa position au sein de la scène médiatique régionale se trouver encore plus fragilisée par la crise actuelle en Syrie. Je ne l'ai pas mentionné, mais on est aujourd'hui aux alentours de 2000 licenciements dans les métiers de la presse, télévision et journaux confondus, dans les 12 derniers mois pratiquement. Alors il y a toujours un turnover, c'est pas non plus à prendre, c'est pas 2000 licenciements secs, mais quand même, ce sont des chiffres très très importants. Et ce sont probablement des entreprises de presse qui ne vont pas reprendre pied au Liban, qui vont reprendre pied ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, c'est très facile. Il n'y a plus vraiment d'avantage compétitif majeur à s'installer au Liban, et même compte tenu de la pauvreté de l'infrastructure, en particulier dans le domaine des communications, ça devient plus un problème qu'autre chose de s'installer au Liban qu'ailleurs. Donc, un certain nombre d'entreprises de presse vont, à mon avis, s'installer soit dans d'autres points du monde arabe. Bon, visiblement, le Caire n'est pas un très bon endroit en ce moment, mais dans le Golfe, il y a tout ce qu'il faut, ou même carrément offshore en Europe ou ailleurs. Mais ça se fera au détriment encore disons, de ce qui avait pu être créé par les médias libanais, peut-être pas vraiment dans le domaine de l'information, mais en tous les cas dans le domaine de l'infotainment, dans le domaine disons, de la vente de produits audiovisuels, dans lequel l'information n'est qu'une partie de l'offre. Juste un petit commentaire pour prolonger ce sujet. Il est intéressant de voir que par rapport, par exemple, à la Tunisie, où on a assisté à un mouvement insurrectionnel ou une révolution, non seulement la société civile libanaise ne s'empare pas du sujet des médias comme les Tunisiens l'ont fait de manière très dure et très vive, et surtout, il est amusant de voir que la communauté internationale, entre guillemets, elle ne met absolument pas la pression sur le Liban et les médias libanais, comme elle l'a fait sur les médias tunisiens, pour demander une certaine objectivité, une transparence des fonds, etc. etc. Deux poids, deux mesures, comme d'habitude. C'est intéressant de remarquer. Merci. Oui, sans faire un dialogue à deux, on va très rapidement. Les Libanais n'ont pas quand même souffert du même contrôle de l'information qu'il y avait en Tunisie. Donc, ce qui fait que la sensibilité à l'absence d'information ou à l'information biaisée était moins forte au Liban, parce que le fonctionnement au Liban, si ça ne vous plaît pas, on va chercher à côté, quoi. Donc là, c'est un petit peu différent. Bon, encore que les Tunisiens aient pu faire ça aussi avec les chaînes satellitaires, beaucoup. Mais fondamentalement, je suis d'accord avec votre remarque sur l'absence, disons, de vigilance. Il y a une ONG ou quelques ONG qui essaient de travailler un peu au soutien du domaine public ou, disons, de l'acteur public dans l'information libanaise, mais je crois que c'est un combat perdu d'avance. Yeah, I'd like to ask a question, please. Thank you for your exposé. I'm interested to know, as you know, under the umbrella of refugees inside Lebanon, Turkey or Jordan, but particularly Turkey and Lebanon,
of course, there are the armed elements who come in and go out for different reasons in North Lebanon and to the east in the area of a big village qui s'appelle Arsal. And I'd like to know whether you have any statistics of the number of armed refugees who have this liberty because this Lebanese state is absent for different reasons. How many of them are in North Lebanon and how many of them are in East Lebanon, where they are using Lebanon as a kind of hideout from the regime in Syria? I mean, they take comfort and then they go back to fight and so on. I must admit, thank you for the question. Yes, the distribution, the numbers in absolute terms, and the distribution in Turkey and in Lebanon. Well, thank you for the question. I must admit I don't have these figures. I'm sure many people would like to have them. But I think the research, as I said, the research shows that in these situations you will use border areas. There will become places where rebel groups can establish and go back and forth. Same dynamic that we see in Afghanistan, Pakistan, for example. It's very difficult. You fight them on one side, they cross the border, and then they come back and regroup. It's difficult to say how big this problem will be in the situation of Syria and Lebanon. But of course, we know that arms are very much available inside Lebanon, and we have Hezbollah being involved in fighting, as I said yesterday, this Syrian militant groups, jihadist groups maybe from Syria. So all this mix we have. Arsal, I think you mentioned it. They have, of course, a big problem now, but that used to be a village with a lot of involved in smuggling. So there are traditional smuggling routes. There are weapons going back and forth. Lebanon, of course, since the civil war, has a lot of weapons, mostly, small guns, Kalashnikovs, automatic guns. So the whole situation of being a country with a lot of guns available. We have militant groups around Tripoli, Sunni militant groups who have crossed into, or maybe militants, maybe not militant group, militants from Tripoli who have crossed into Syria, were ambushed and killed in Tal Kalak, I think. So, yeah, so you have this dynamic. It's not very promising. I think you don't. Both the conflict, the border areas are easy to cross. It's got nice sloping mountains. The border was never demarcated. Hezbollah is at the moment, it is said, controlling the northern part of the border, the southern part by the Lebanese army, but it's still very permeable. It's easy to cross it. So I think also in 1958 there was arms transfer during the small civil war in '58. Huge arms transfers between Syria and Lebanon. So it looks like it could be a problem, and that Lebanon would be another case of it. Yeah. Thank you. I would like to ask a question. Excusez-moi, vous voulez en français ou en anglais? D'accord. Alors, vous vous êtes posé une question lors de votre exposé. Pourquoi les médias occidentaux, plus particulièrement les médias français, ne s'appuient pas sur des ressources libanaises? Je voudrais juste vous donner peut-être l'occasion de répondre. Ma question est un peu plus générale. Comment se fait-il que l'Occident, je connais la réponse, mais je pense que ce sera utile si ça vient de vous, pourquoi les médias occidentaux ne visent pas une description, une information équilibrée sur la crise syrienne et comment cela touche le Liban? Bon, c'est votre appréciation de la chose, mais il se trouve que je la partage. Je pense qu'effectivement, sur le conflit syrien, on a assisté en France à une couverture médiatique qui, en tous les cas, qui n'est pas suffisamment multiple. Mais ce n'est pas le seul cas. On a un peu signalé ce qui s'est passé en Tunisie. Les médias français ont été aveugles pendant des années à ce qui se passait en Tunisie, alors que tout le monde est quand même parfaitement au courant de ce qui se passait en Tunisie. Donc bon, c'est facile de taper sur les médias. Je veux dire, bon, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont sans doute nécessaires et ils ont leurs limites. L'autre aspect de votre question,
peut-être plus générale, qui n'est pas simplement effectivement les limites du travail journalistique, en particulier dans des situations de crise. L'autre aspect de votre question qui concerne finalement la répartition du rôle dans l'information, en ce sens que c'est souvent une information qui est produite d'un côté du monde et qui est supposée être consommée dans l'ensemble du monde. Ça, c'est une question qui m'intéresse énormément et qui me paraît très importante. Le véritable intérêt d'Al Jazeera, me semble-t-il, on en a beaucoup parlé sur le plan interarabe, mais il faudrait peut-être déplacer l'interrogation et la poser à l'échelle globale. Le véritable intérêt d'Al Jazeera, me semble-t-il, est d'avoir réussi à renverser à un moment de son existence les flux de l'information, c'est-à-dire à imposer dans l'espace de consommation mondiale de l'information, des flux qui venaient, on va dire, du Sud, pour aller vite, hein, qui venaient d'une région du monde où d'habitude on n'envoyait pas de l'information et qui étaient donc consommés. Al Jazeera, à un moment, était la seule chaîne à faire parler Ben Laden. Je ne sais pas si c'était une bonne chose de le faire parler, mais c'était important qu'on l'entende aussi, puisqu'il semble que ce soit ça, l'information. Malheureusement, Al Jazeera, me semble-t-il, n'est plus dans ce rôle-là aujourd'hui. Mais c'était de toute façon dangereux qu'elle soit un acteur unique. C'était pas une bonne chose. Et Al Jazeera n'a pas fait école, objectivement. Al Jazeera a une... bon, on va pas faire le procès d'Al Jazeera ni son étude, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais disons que cette voie-là n'a pas été davantage poursuivie. Et objectivement, aujourd'hui, l'information du monde arabe, mais peut-être aussi le travail scientifique. On a eu la chance d'avoir Charles ce matin et Noujoud de ce matin, mais enfin, en général, très souvent, lorsqu'il y a des réunions scientifiques sur cette région du monde, ce sont des Occidentaux qui parlent des Arabes. Parfois, ça s'échange, mais quand même, assez généralement, le rapport est loin d'être égalitaire. Je ne parle même pas d'Arabes qui travaillaient sur les sociétés occidentales, mais ça c'est autre chose. Mais donc je pense que la question que vous posez est plus générale. Bon, il y a un dernier aspect qui est celui de l'accès à l'information. Les Arabes ont ce défaut de beaucoup s'exprimer en arabe, ce qui fait que c'est pas toujours entendu par tout le monde, et c'est certainement pas suffisamment traduit. Et pas suffisamment utilisé en ce sens-là. Cela étant, là aussi, c'est pas un véritable blocage, parce que je pense qu'il y a toutes sortes de journalistes, on le voit bien aujourd'hui, qui sont capables de travailler en anglais, en français et dans d'autres langues, et qui ne sont malgré tout pas utilisés par rapport à leurs compétences, me semble-t-il. Al Jazeera en anglais, c'était fascinant. Ils ont fait venir des grands noms de la presse anglo-saxonne. C'est pas ça ce qu'il faut faire quand on s'appelle Al Jazeera. Oui, pour le spécialiste des médias, Pierre Berthelot, donc Institut français d'analyse stratégique. Vous avez évoqué donc la polarisation très forte de la presse au Liban entre 8 mars et 14 mars. Sauf erreur de ma part, vous n'avez pas trop parlé de la presse centriste ou non partisane. Et je pensais notamment à l'Hebdo Magazine, de manière francophone, dirigé par Paul Khalife, qui justement c'est intéressant parce que par rapport à la crise syrienne, ça m'a semblé être les plus objectifs. Ils ont une position relativement modérée. Ils ont un très bon spécialiste qui est Talal Atarash. Et j'aurais voulu savoir, donc, concernant cette presse centriste, modérée, non partisane, quel est son poids au Liban ? Est-ce qu'elle représente un avenir possible ? Ou est-ce que, d'après vous, on restera très polarisé entre les deux camps ? Alors, je laisserai à des amis libanais le soin de corriger ou de compléter s'ils le souhaitent. De mon point de vue, c'est une presse marginale. En termes alors, elle est peut-être une relative influence au niveau des décideurs, au niveau d'une certaine intelligentsia ou d'une certaine élite. Le commerce du Levant aussi est une publication importante, mais qui s'adresse uniquement vraiment aux élites économiques, aux élites politiques, aux élites sociales d'une façon générale du Liban. Je pense que la base ou disons le public de ce courant centriste, je ne suis pas sûr ou disons non affilié directement à des partis, je pense que la base populaire est assez étroite. Et puis j'y ajouterai un autre élément, c'est que quelque part, la consommation d'informations au Liban et peut-être plus largement dans la région
est différente de celle qu'on imagine nous. C'est-à-dire que les gens ne sont pas à la recherche d'informations, mais de confirmation. Ce qui est je le dis sans aucune critique culturelle. Je veux dire, on peut très bien consommer de l'information comme ça. Je pense que c'est ce que les Américains font largement. Quand on regarde certaines chaînes américaines, c'est clairement pour se confirmer dans certaines visions ou certaines informations qu'on pense déjà avoir. Donc c'est pas scandaleux, ils le font aussi. Mais de ce point de vue-là, ça limite l'audience potentielle de la presse dont vous parlez. Les gens vont à El Manar, c'est triste à dire, mais parce qu'ils sont largement chiites. Et pas parce qu'ils sont fascinés. Alors ça existe aussi à certains moments quand l'actualité fait que ça devient intéressant de le faire. Mais très largement, les gens écoutent, choisissent leur chaîne télévisée ou leur journal, mais de moins en moins, il y a moins en moins de ventes, en fonction de leur appartenance ethnico-confessionnelle ou politique. Oui, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Mohamed Salab de l'Université de technologie et de sciences appliquées libano-française. Alors, j'ai deux questions et une réflexion générale, d'ailleurs, que vous m'avez annoncé. Excuse-moi, il reste 10 minutes, parce qu'après, il y a le repas auquel tout le monde est invité. Et il y a une autre question après. Donc, Ok. Je peux passer, si vous voulez. Bon, est-ce que l'assassinat de Gebran Toini et de Samir Assir explique la ligne éditoriale actuelle de L'Orient le Jour? C'est la première question. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a eu ce sont 2 journalistes qui ont été assassinés. Je veux dire, c'est grave l'assassinat. Au Liban, on nous dit qu'on fait sauter des bombes pour faire passer un message. Moi, je crois que faire sauter des bombes, c'est être assassin. C'est parce que si on veut faire passer un message, on n'a qu'à écrire ou à le dire. Bon, en tous les cas, on a assassiné ces 2 journalistes, Toini et Assir. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a des fonds iraniens dans Al-Akhbar et dans OTV? Est-ce que les Iraniens financent OTV et Al-Akhbar? Et troisième question plus générale, on a l'impression très souvent au Liban, et d'ailleurs dans les 2 camps, dans le camp du 8 mars et dans le camp du 14 mars, qu'en réalité, les journaux télévisés, l'information de manière générale, elle se moque de l'intelligence des spectateurs. C'est-à-dire qu'ils racontent des choses tellement partisanes, tellement impossibles, qu'on se dit on est en train de se foutre on est en train de nous prendre pour des idiots. Est-ce que cela... je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, et est-ce... Pardon ? Mais au Liban, c'est très... Bon, par exemple, on tue quelqu'un et on vous dit qu'on est en train de défendre la démocratie. Ah bon? Là, franchement, il faut gober des choses qui sont très difficiles à gober. Ou bien on vous dit, par exemple, qu'on est en train de défendre l'unité de l'État libanais avec une milice qui est uniconfessionnelle. C'est la première fois qu'on a eu dans l'histoire des guerres libanaises une milice uniconfessionnelle. En général, même au pire moment, on a eu toujours un petit assaisonnement par-ci, par-là de différentes communautés. Et on nous dit que ça, c'est la défense de l'État libanais et cette milice uniconfessionnelle, d'ailleurs qui ne se prive pas d'aller attaquer les autres confessions au nom de l'unité de Liban. Alors, est-ce que vous croyez que ce sentiment qu'on est en train de se foutre de la gueule des Libanais n'est pas un échec pour l'espace public cette fois-ci? Il faut poser la question en termes d'espace public que doit animer ces médias. Est-ce que ce n'est pas un échec total et que paradoxalement la bipartisation, en fait, qui est devenue une binarisation plutôt, n'a rien effacé des clivages confessionnels, alors que... Je vous arrête, sinon on ne va pas déjeuner. Et je vais être obligé d'être très court, moi aussi. Sur la question de l'espace public, je vais prendre vos questions par ordre inverse de celles que vous avez posées. Je suis déjà ce que dit monsieur, il n'y a pas qu'au Liban qu'on a l'impression d'entendre des sottises, ça c'est clair, les Libanais n'ont pas ce privilège. Sur la question de l'espace public, j'y ai un peu fait allusion en parlant du rôle des médias sociaux, du rôle effectivement de l'information en ligne. Je continue à être très très optimiste sur cette question-là, mais pas à court terme. C'est-à-dire que penser que les médias en ligne vont être un adjuvant à la communication politique, non, c'est une erreur. Ils vont reproduire les mêmes erreurs de la communication politique. À plus long terme, penser qu'à travers les médias sociaux, une génération est en train d'apprendre
à lire de l'information politique, ça j'y crois davantage. Mais ça, bon, on manque de recul. Internet est quelque chose qui a une vingtaine d'années dans son usage public. Il faut attendre de voir comment les choses vont se produire. Mais de mon point de vue, je suis assez optimiste sur cette question-là. La question de des assassinats politiques au Liban, et en particulier de journalistes, ça explique probablement la mort de Tweni et de Assir, bien sûr. Mais je pense qu'il n'y en avait pas besoin pour que, de toute façon, le Nahar adopte cette ligne-là. Cela étant, en correctif à votre remarque, ce n'est pas les seuls morts de journalistes au Liban. La guerre du Liban est quasiment contemporaine de l'assassinat dont j'ai oublié le nom, Mroué, je crois, le fondateur de l'Hayat, dans les années 70. Et puis, je n'ai pas oublié qu'un certain Naji Ali, caricaturiste palestinien, a été assassiné à Londres et qu'on n'a jamais trouvé son assassin. Et puis qu'il y a un certain nombre de journalistes qui ont été tués à Paris aussi, d'ailleurs. Bon. Sinon, pour votre première question, je crains de l'avoir oublié. Ah si, le financement de OTV et de l'Akhbar. Je vous donnerai la réponse que nos amis économistes nous ont donnée ce matin. C'est des réalités sur lesquelles on n'a malheureusement pas beaucoup d'informations. J'ai quelques amis à l'Akhbar et je leur ai naturellement posé la question. Ils ont donné la réponse qu'ils ont voulu me donner. Je pense en tous les cas, s'il y a des financements, ce ne sont pas des financements directs. Aucun État ne prendrait ce risque et ce n'est même pas la peine. Il y a objectivement, je citais le cas de Daniel, ce citoyen syrien pour le Saphir. Il y a suffisamment de fortunes, soit dans le Golfe, soit ailleurs, d'émigrés, associés ou non à effectivement des réseaux de financement ou même des réseaux simplement communautaires pour utiliser ces canaux-là lorsqu'il y en a besoin. Je ne pense pas que l'ambassade d'Iran s'amuse à donner une enveloppe comme ça. C'est quand même beaucoup trop risqué et ça risque de leur exploser entre les doigts. Je pense que... Mais en revanche, je ne serais pas étonné que... Bon, ce qui est à peu près documenté aujourd'hui historiquement, c'est que bon, le saphir, par exemple, à un moment était financé clairement par les Syriens et on voyait des piles de saphir à Damas que personne ne lisait jamais. Mais bon, c'était un moyen de il y avait des gens qui le lisaient aussi, mais c'était clairement un moyen de financer le journal à un certain moment de son existence. Mais en tous les cas, s'il y a de l'argent iranien ou d'ailleurs, il y a aussi très très clairement des financements que j'ai mentionnés dans mon exposé, de Qatar et d'autres puissances du Golfe sur d'autres médias libanais. C'est la chance des médias libanais, c'est le risque, mais c'est quelque chose qu'on ne cesse de répéter depuis ce matin. C'est une machine qui peut continuer à fonctionner à vide, à fonctionner de façon perverse, c'est-à-dire en détruisant ses propres ressources, jusqu'au jour où ce sera plus possible. Mais voilà, on en est tous là. Oui, tu avais une remarque ? Oui, bonjour, j'ai une question par rapport aux médias libanais. Il y a des médias, notamment l'Akhbar, qui couvrent la situation de Tripoli dans une façon que certains Tripolitains, dans laquelle certains Tripolitains ne se reconnaissent pas tellement. Est-ce que à ces Tripolitains, qui ne voudraient pas faire un contre-coup dans le Mustaqbal, est-ce qu'il y a d'autres options pour, est-ce qu'il y a des instances, par exemple au Liban, où on peut accuser quelqu'un pour diffamation, mais pas à travers Al-Mustaqbal, mais à travers une instance plus neutre, disons? Et je parle notamment du journaliste Fida Al-Yartani. Vous pouvez prendre l'exemple de Tripoli, mais on pourrait dire la manière aussi dont Al-Mustaqbal couvre Al-Assir, Al-Saïda. Je veux dire, on va pouvoir renvoyer sur la scène libanaise systématiquement l'autre à ses propres faiblesses. De mon point de vue, mais vous pouvez intervenir, que je ne sois pas le seul à m'exprimer là-dessus, de mon point de vue, il me semble, point de vue d'étranger qui regarde cette presse avec un regard étranger, etc., il me semble qu'on trouve plus de diversité d'opinion et d'une certaine, j'allais dire, tolérance
non, une certaine diversité d'opinion simplement et une certaine qualité professionnelle, on la trouve plus, mais c'est peut-être une appréciation très personnelle, hein, du côté du 8 mars, me semble-t-il, aujourd'hui, que du côté du 14. Mais d'abord, c'est pas éternel. Ça n'a pas toujours été comme ça. Le Nahar a été un très bon journal. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à reconnaître le journal que j'ai beaucoup aimé, mais c'est là aussi une intervention personnelle. Donc, il ne faut pas croire non plus que la vérité est du côté du 8 et l'erreur du côté du 14. Il me semble qu'aujourd'hui, les rapports de force stratégiques sont tels qu'au Liban, le courant qui est aujourd'hui majoritairement politiquement peut s'offrir le luxe de cette attitude-là. Alors que les autres sont effectivement dans une logique de combat, peut-être davantage, d'affirmation ou de contre-affirmation. C'est mon analyse. Hein. Et encore une fois, en n'en faisant pas absolument une vérité éternelle, mais une vérité de circonstance.